Bienvenue sur Cardio Online, le site de la Société française de cardiologie. Nous allons, dans les 45 minutes qui viennent, débattre d'un problème important pour la pratique, le traitement antithrombotique après un syndrome coronaire aigu. Mais vous avez remarqué que dans le titre, il y a le traitement anticoagulant. Pourquoi? Parce que des patients qui ont un syndrome coronaire aigu ont, dans un certain pourcentage de cas, la nécessité d'avoir un traitement anticoagulant. Soit ils l'avaient préalablement et ils font un syndrome coronaire aigu, soit ils font un syndrome coronaire aigu et ils vont avoir une circonstance qui va imposer le traitement anticoagulant. C'est un problème de pratique courante. Les choses ont changé dans les quelques années précédentes pour plusieurs raisons. Un, une meilleure prise en compte du risque hémorragique, alors qu'avant, on évaluait surtout le risque ischémique. Deux, la publication de 4 essais thérapeutiques qui ont évalué des stratégies anticoagulantes et antithrombotiques dans cette situation. Et 3, dans les 6 derniers mois, il y a eu 4 textes importants essayant de clarifier les situations. Et nous aurons comme support essentiel, ces textes ayant des divergences, les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Je suis François Diévard, cardiologue à la clinique Villette à Dunkerque, et vous voyez ici mes liens d'intérêt. Pour en débattre, nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous le professeur Denis Engoulevent, cardiologue aux hôpitaux au CHRU de Tours. Vous voyez ces liens d'intérêt sur la diapositive. Et Nicolas Menvaux, professeur cardiologue au CHRU de Besançon, et vous voyez ici ces liens d'intérêt. Quels sont les objectifs de cet atelier pratique? Ils sont au nombre de 3. Connaître les déterminants du choix des traitements antithrombotiques après un syndrome coronaire aigu chez des personnes qui justifient d'un anticoagulant, que ce soit avant, pendant ou après le syndrome coronaire aigu. Connaître les différentes durées des différents traitements qui seront proposés. Et enfin, connaître les éléments qui modulent le choix de ces traitements en fonction du moment de survenue de la situation qui justifie le traitement anticoagulant. Nous allons aborder ce problème à travers 2 cas cliniques. Le premier sera un cas traditionnel, une personne qui est sous anticoagulant, en l'occurrence pour une fibrillation atriale et qui fait un syndrome coronaire aigu. Et le deuxième est une personne qui a fait un syndrome coronaire aigu et qui, dans les semaines, mois qui suivent, a une indication a priori à un traitement anticoagulant. Le premier cas clinique est assez simple et assez standard. Madame F.A., 77 ans, 70 kilos, est adressée en urgence par le SAMU pour un infarctus inférieur avec une douleur thoracique dont les débuts remontent à 2 heures avant sa prise en charge. Elle a une hypertension artérielle, elle a une fibrillation atriale permanente connue depuis 5 ans et son traitement est assez simple. Apixaban 5 mg matin et soir, bisoprolol 5 mg par jour, amlodipine 10 mg par jour. Elle a un accès direct en salle de coronarographie puisqu'on est dans les temps qui permettent de la prendre en charge par a priori angioplastie primaire. La question simple est: quel traitement antithrombotique chez cette patiente qui a déjà un anticoagulant proposer à ce stade de la prise en charge? Et je vais demander à Nicolas Menvaux. Nicolas, que proposez-vous? Que faut-il faire chez cette patiente au moment de l'entrée en salle de coronarographie? Alors, c'est une situation clinique qui est fréquente dans notre pratique quotidienne et dont la stratégie de prise en charge est aujourd'hui bien codifiée. Dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du segment ST, le fait que le patient soit préalablement sous traitement anticoagulant ne permet pas de s'affranchir, en particulier pour le geste d'angioplastie, d'une dose de charge de bithérapie antiagrégante plaquettaire, aspirine d'une part, et clopidogrel d'autre part, à la posologie conventionnelle de 600 mg. Et ça peut être fait en amont de la salle de coronarographie ou au moment de l'angioplastie, au plus tard. Dans ce contexte-là, on essaie de s'affranchir le plus possible du prasugrel et du ticagrelor. L'association d'une trithérapie avec l'une de ces 2 molécules comporte un surrisque hémorragique majeur et la plupart de ces patients vont recevoir un IPP en termes de protection gastrique systématique dans le cadre de cette association antithrombotique. La suivante, s'il vous plaît. Alors, au moment de l'angioplastie, il y a 2 éléments à prendre en considération par rapport au traitement anticoagulant. Ce qu'il est recommandé de faire, c'est de ne pas interrompre le traitement anticoagulant, d'autant moins qu'on est dans une situation d'urgence et qu'on n'aura pas tellement de délai à se donner par rapport à l'interruption de ce traitement anticoagulant. D'autre part,
c'est d'administrer, en plus du traitement anticoagulant oral qu'aura reçu le patient en amont, eh bien une dose d'anticoagulant parentéral, héparine non fractionnée ou héparine de bas poids moléculaire en intraveineuse. La suivante, les stratégies qui sont aujourd'hui suggérées pour essayer de réduire les complications hémorragiques liées au geste d'angioplastie, eh bien, elles sont résumées ici. Chez le patient préalablement traité par un anticoagulant oral, on va réaliser l'angioplastie sans interrompre les antivitamines K ou les AOD. Chez le patient dont l'INR serait supérieur à 2,5, on peut s'affranchir d'une dose d'anticoagulant parentéral. Chez tous les autres, il convient d'administrer soit une oxaparine à la posologie de 0,5 mg kilo IV, soit un bolus d'héparine non fractionné. La suivante. Alors, pour cette stratégie qui est aujourd'hui bien codifiée, on dispose d'un niveau de preuve qui est relativement ténu et qui repose sur les données d'études observationnelles comme le registre AFCAS qui avait montré que le fait de maintenir les antivitamines K pendant la procédure d'angioplastie était associé à une réduction des complications hémorragiques et une réduction des événements ischémiques comparé à une stratégie qui reposerait sur l'interruption et le bridging. Et puis l'étude Wust avait également, dans le même temps, montré, à partir d'une étude de sous-groupe, une analyse post-hoc, eh bien que le fait de maintenir le traitement anticoagulant Péros ne s'accompagnait ni d'un surrisque hémorragique, ni d'un surrisque en termes de complications ischémiques. Donc on le voit bien, dans le pire des cas, on n'a rien à craindre du maintien du traitement anticoagulant et dans le meilleur des cas, une réduction des complications hémorragiques et une réduction des complications ischémiques. Donc Nicolas, si on résume, on maintient le traitement anticoagulant tel qu'il est, on fait une dose de charge d'aspirine, on fait une dose de charge de clopidogrel et il y a ce cas où elle pourrait, cette patiente, avoir un AVK. Est-ce que vraiment on a le temps de faire un INR pour savoir si on met de l'énoxaparine ou une héparine? Alors, c'est une bonne question. À défaut d'avoir le résultat de l'INR qui, effectivement, risque de prendre un petit peu de temps, eh bien, on part sur la stratégie que j'ai décrite comme étant la stratégie par défaut, c'est-à-dire un bolus d'héparine non fractionnée ou d'héparine de bas poids moléculaire. Et on jugera de l'INR ensuite. Il faut quand même bien comprendre que ce bolus d'anticoagulant parentéral n'est administré que pour la durée très brève de la procédure d'angioplastie et que théoriquement, en aucun cas, il ne s'agit de le reprendre au décours de la procédure. Donc, c'est vraiment per procédure. Voilà. Donc, alors, le surrisque hémorragique, si surrisque il y a, il s'exprime sur une durée de temps très courte. J'ai deux questions posées par les spectateurs. La première est, donc je vais la lire, mais la tourner d'une autre manière. La lecture brute, c'est quelle stratégie préhospitalière / anticoagulation pour cette patiente, aspirine, c'est-à-dire que en tant que praticien hospitalier dans un hôpital, on est en lien avec le SAMU. Pour ce genre de patient, quelle est la stratégie à définir avec le SAMU en préhospitalier? Est-ce qu'il peut y avoir une dose de charge d'aspirine? On est dans un STEMI préalablement à l'entrée à l'hôpital ou pas? Alors, il peut y avoir, il devrait même y avoir une dose de charge d'aspirine, de même qu'il devrait même y avoir une dose de charge de clopidogrel en amont de la procédure. Ça, c'est l'idéal. Dans le pire des cas, et on est souvent confronté à ça parce qu'il y a une certaine réticence à administrer ces antiagrégants plaquettaires chez un patient sous anticoagulant oral. Dans le pire des cas, on le fera en salle de coronarographie. Mais idéalement, le pré-traitement par cette bithérapie aspirine-clopidogrel devrait être fait en amont de la salle d'angioplastie. En revanche, pas de bolus d'héparine dans ce contexte-là, qui sera fait pour la procédure, au cours de la procédure. Question aussi toute simple, la dose de charge de clopidogrel, on la fait dès qu'on l'allonge sur la table ou on la fait dans la salle après le geste, qui est une dose de charge Péros, bien sûr? Est-ce qu'on la fait tout de suite ou est-ce qu'on attend d'avoir fait l'angioplastie? Non, on la fait tout de suite et si on peut, comme je viens de le dire, on la fait en amont. Très bien. Autre question, alors ce serait un petit peu évoqué différemment, si cette personne avait un syndrome coronaire aigu, qu'on va dire à haut risque, mais qui soit sans sus-décalage du segment ST. On est dans le cas d'une angioplastie en urgence pour une souffrance myocardique, mais sans sus-décalage. Est-ce que la stratégie serait la même? La même.
Merci Nicolas. Nous avançons dans le cas clinique. Donc, cette patiente qui fait un infarctus inférieur a donc une coronarographie. On constate une occlusion de la coronaire droite dans son deuxième segment sans autre lésion. Elle est traitée par désocclusion et c'est un succès d'angioplastie avec implantation d'un stent actif, 3 mm de diamètre, 18 mm de longueur. Au décours immédiat, disparition des troubles de repolarisation. La fraction d'éjection ventriculaire gauche est à 50%. Il y a une akinésie inférieure limitée à l'échographie cardiaque. Diapositive suivante. La patiente est donc transférée d'emblée en unité de soins intensifs cardiaques. La biologie nous indique qu'il n'y a pas d'anémie, que le débit de filtration glomérulaire, que la fonction rénale pour cette patiente de 70 ans est tout à fait bonne, 80 millilitres par minute. On vient de sortir de salle de choro, on a tous les éléments. Denis, quel traitement antithrombotique proposé pour cette patiente durant la phase en soins intensifs? Merci François. Alors effectivement, la patiente arrive aux soins intensifs après la salle de choro. Elle a eu le traitement en phase aiguë recommandé par Nicolas Menneveau. Et à ce moment-là, il va falloir faire les prescriptions pour les prochains jours. Et donc, la proposition, c'est bien sûr de poursuivre le traitement anticoagulant, puisque cette patiente, elle a un score de Chade-Vasque qui vient d'ailleurs de prendre 1 point de plus, puisqu'elle avait l'hypertension, l'âge, plus de 75 ans, ce qui fait 2 points. Maintenant, elle a en plus une maladie vasculaire. Donc, elle a un risque cardio-embolique qui est élevé, donc l'indication de traitement anticoagulant est indiscutable au long cours chez cette patiente avec une dose adaptée, compte tenu du fait qu'elle n'a pas, je parle notamment pour la l'apixaban, de critères pour diminuer la dose, eh bien, il faut lui laisser cette dose-là. Et pour ce qui est de la bithérapie antiagrégante, on est en phase aiguë d'un syndrome coronarien qui vient d'être revascularisé par angioplastie plus stent. Et donc, la proposition, c'est de maintenir l'aspirine, la dose antiagrégante plaquettaire, et le clopidogrel. Après la dose de charge de 600 mg qui a été donnée, eh bien, c'est le clopidogrel 75 mg. Alors, diapositive suivante. On est typiquement chez cette patiente devant le problème un peu du triangle des Bermudes de cette situation, on est confronté à un triple risque. Le risque de thrombose coronaire et de thrombose de stent, puisqu'on met un stent, le risque d'embolie d'origine cardiaque lié à sa fibrillation atriale et le risque de saignement lié à ses combinaisons. Et face à ce triangle, on a, je dirais, un double enjeu. La bithérapie antiagrégante qui est évidemment efficace, on le sait depuis longtemps, sur le risque ischémique coronaire, le risque de thrombose de stent, mais qui est peu efficace en prévention du risque cardio-embolique de l'AFA. Et puis, la problématique du traitement anticoagulant oral, efficace en prévention du risque cardio-embolique de l'AFA, mais on l'a vu, peu performant en prévention du risque ischémique de la maladie coronaire. Diapositive. On a donc un risque cardio-embolique élevé, on l'a vu, un risque de thrombose de stent en phase aiguë, c'est normal, on vient de mettre un stent, et donc si on baisse la garde en termes d'antiagrégants, on risque d'avoir des complications, et un risque hémorragique. Alors, la question, c'est de savoir comment, finalement, apprécier ces risques. Diapositive suivante. Alors, dans ce papier de l'équipe de Roxana Mehran, publié dans Circulation en 2019, il y a effectivement une appréciation du risque hémorragique, comme tu l'as indiqué dans l'introduction. Le risque hémorragique, on commence aujourd'hui à mieux l'apprécier. Le risque hémorragique, il est très important, puisqu'il est souvent dominant dans le pronostic des patients. Le risque hémorragique, c'est le risque de saigner d'une part, et le risque, si on saigne, que les antithrombotiques soient arrêtés, qu'il y ait une complication ischémique derrière. Et donc, sur ce pictogramme, on retrouve en fait un peu l'ensemble des acteurs du risque hémorragique qui vont nous permettre de l'anticiper. Et chez cette patiente, le risque hémorragique va être représenté par les deux icônes que j'ai entourées en rouge ici, l'âge de plus de 75 ans, qui est un facteur de risque, et le traitement anticoagulant oral prolongé, qui est un facteur de risque hémorragique, consubstantiel de ce traitement, mais ce traitement, chez elle, il est nécessaire. On le voit, il y a d'autres facteurs de risque, les comorbidités, comme la maladie rénale, l'insuffisance hépatique, un cancer actif, des données plus hématologiques, comme une anémie ou une thrombopénie, un antécédent de maladie cérébrovasculaire, que ce soit un AVC ischémique et a fortiori hémorragique, des antécédents de troubles hémorragiques, une coagulopathie, des antécédents de transfusion, et puis en dehors du traitement anticoagulant, qui est un risque important, bien sûr, le fait d'avoir un traitement par AINS ou d'avoir une chirurgie programmée. Diapositive suivante.
Donc, alors, en texte, c'est beaucoup moins facile à illustrer, à décrire, puisque c'est un peu un somme à lire, mais on voit bien le haut risque hémorragique tel qu'il était défini dans cet article, reprend deux critères chez cette patiente, un critère majeur qui est l'indication d'anticoagulation au long cours, et un critère mineur qui est l'âge de plus de 75 ans. Or, le risque hémorragique élevé, celui pour lequel vraiment on est concerné, c'est la présence soit d'un critère majeur, cette patiente en a un, soit de 2 critères mineurs, elle n'en a qu'un, mais le critère majeur l'emporte. Alors, la problématique dont on discute aujourd'hui, ce sont des patients sous anticoagulants, donc ils ont tous un haut risque hémorragique, et c'est bien dans cette problématique-là qu'on est chez nos patients. Donc, diapositive suivante, les recommandations de la Société européenne de cardiologie qui ont été remontrées encore dans les recommandations sur le NSTEMI en 2020, mais qui reprennent les recommandations déjà plus anciennes. Chez ces patients, c'est pendant la phase d'hospitalisation, et en gros, c'est jusqu'à 1 semaine, on propose de laisser la trithérapie avec l'anticoagulant de choix, ici, en l'occurrence, un anticoagulant oral direct de l'apixaban, avec de l'aspirine à dose antiagrégante et un inhibiteur de P2Y12. Et évidemment, c'est plutôt le clopidogrel qui est recommandé, comme Nicolas Menneveau l'avait indiqué. Juste avant de continuer le cas clinique, il y a 2 questions qui ont été posées, mais qui seront traitées dans le cours de la présentation. Dans quel contexte ne pas utiliser le clopidogrel, on le verra. Et en pratique, dans le contexte de l'urgence, quel score pour évaluer le risque ischémique et le risque hémorragique de cette patiente? Ça vient d'être évoqué. Alors, c'est pas mon rôle de modérateur de le dire, mais sachez que globalement, il y a plusieurs grilles de risque, qu'elles sont assez pragmatiques, mais qu'aucune ne donne d'indication parfaite. Et quand on croise les différentes grilles sur différentes populations, on s'aperçoit qu'on n'a pas tout à fait les mêmes patients qui sont inclus dedans. Et je pense que ce qu'a dit Denis est très simple, des critères simples, un critère majeur qui nous dit, par exemple, l'âge ou le traitement anticoagulant et la fait rentrer d'emblée le patient dans le risque hémorragique. On avance. Donc, cette patiente va bien. On est au 3e jour de soins intensifs. Elle passe en unité de soins normales. Pas de complications. Dans le bilan, on s'aperçoit qu'elle a un athérome carotide modéré à l'écho-Doppler. La sortie hospitalière est prévue avant un séjour qui est programmé en réadaptation cardiaque. Nicolas Menneveau, quel doit être le traitement antithrombotique sur l'ordonnance de sortie de cette patiente? Je reviens juste brièvement sur ce que vient d'évoquer Denis. Toute la réflexion par rapport au traitement antithrombotique qu'on va prescrire à cette patiente, elle repose sur l'équilibre entre le risque hémorragique et le risque thrombotique qu'il convient naturellement d'évaluer au plus tôt, en sachant dans cette réflexion que dans le cadre de la fibrillation atriale, les anticoagulants font mieux que les antiagrégants plaquettaires à prévenir les complications emboliques, et qu'à l'inverse, dans le cadre des cardiopathies ischémiques, les antiagrégants plaquettaires font mieux que les anticoagulants à prévenir les thromboses de stent. Donc on est contraint, dans cette situation, à proposer à la patiente une association d'antithrombotiques dont on sait qu'elle est associée justement à un risque hémorragique accru. Alors, il y a, et Denis vient d'en parler, différentes méthodes qui sont parfois empiriques, parfois qui reposent sur des scores pour évaluer ce risque thrombotique et ce risque hémorragique. Et si l'on s'attache aux critères qui sont recommandés dans les guidelines de la Société européenne sur les syndromes coronariens aigus, eh bien, vous voyez qu'en termes de profil de risque hémorragique, on a affaire à une patiente plutôt à haut risque hémorragique. Elle est hypertendue, elle a plus de 75 ans et elle reçoit une association de traitement antithrombotique et ça lui confère un risque hémorragique élevé. La preuve en est, c'est que son score de Hasbled est à 3 et que le score HBR, qui est le score High Bleeding Risk de la Société européenne, précise qu'elle a effectivement un critère majeur et un critère mineur, comme Denis vient de nous le présenter. À l'opposé, son profil de risque thrombotique est plutôt conventionnel. Elle a un risque thrombotique particulier, qui est le fait d'être prise en charge dans un contexte de syndrome coronaire aigu. Donc, on a affaire à une patiente plutôt hémorragique que thrombotique. La suivante, s'il vous plaît. Et dans ce cadre-là, on a, à la lumière des études pivots qui ont été conduites avec les AOD chez les patients coronariens AFA, 2 certitudes qui sont, à mon sens, fondamentales. La première, c'est que les AOD sont beaucoup moins hémorragiques que les antivitamines K.
et qui sont associés à une réduction de l'ordre de 40% du risque hémorragique, quel que soit le type de risque hémorragique que l'on prenne en considération. Et le deuxième élément à prendre en considération, c'est qu'une bithérapie antithrombotique qui reposerait sur un anticoagulant oral et un inhibiteur des P2Y12 dans la majorité des cas est beaucoup moins hémorragique que la trithérapie conventionnelle, là encore associée à une réduction de l'ordre de 40% du risque hémorragique. Est-ce qu'on peut pour autant s'affranchir précocement de l'aspirine ? Eh bien, cette réponse, c'est surtout l'étude Augustus qui s'y est attelée à cette question, parce que le design d'Augustus, qui est reposé sur un plan factoriel, est la seule étude de toutes les études pivots qui ont été conduites qui se soit attachée à cette question-là. Et la réponse est sans équivoque, à savoir que le fait de s'affranchir de l'aspirine permet de réduire le risque hémorragique de 90% dans Augustus, sans que cela ne se soit payé en termes de surrisque de décès ou d'hospitalisation. La suivante, si on regarde les données de cette méta-analyse sur les risques d'infarctus et de thrombose de stent liés à l'interruption précoce de l'aspirine, on voit qu'on n'a pas de surrisque en termes d'infarctus du myocarde et qu'on a une tendance à un surrisque significatif en termes de thrombose de stent. La suivante, mais ce qu'il faut mettre en perspective, et qui est un élément, je pense, essentiel à notre réflexion, c'est que le nombre de patients à traiter pour éviter une thrombose de stent, c'est-à-dire à traiter par aspirine dans le cadre d'une trithérapie, est de 222 dans l'étude Augustus, ce qui est à mettre en perspective avec le nombre de patients à traiter par trithérapie avec aspirine pour obtenir une complication hémorragique grave qui est de 41. Ça signifie que le prix à payer pour éviter une thrombose de stent, c'est 6 complications hémorragiques graves, précoces, dont on sait qu'elles ont un impact pronostic majeur. La suivante. Alors pour autant, il est certain qu'on ne pourra pas s'affranchir de l'aspirine dans toutes les situations et qu'il est des situations particulières dont on sera peut-être amené à discuter pour lesquelles le maintien prolongé d'une trithérapie doit être systématiquement envisagé. Mais dans le cadre de notre patiente, qui, je le répète, a un profil essentiellement de risque hémorragique plus qu'ischémique, on va plutôt partir, comme les recommandations nous le stipulent, sur une bithérapie d'emblée, ou en tout cas très précocement, après au maximum une petite semaine, qui va associer l'AOD pleine dose, l'apixaban en pareille circonstance, et un inhibiteur des P2Y12, qui est le clopidogrel, qui est, je le répète, l'inhibiteur des P2Y12 à privilégier dans le contexte d'une association antithrombotique. On peut discuter du maintien de l'aspirine jusqu'à une semaine dans l'environnement de l'angioplastie, mais on partirait sur une stratégie par défaut qui serait l'instauration d'emblée d'une bithérapie au décours de l'hospitalisation. On reverra la patiente au décours, mais je vais profiter de cette ordonnance de sortie pour deux, trois petits éléments de discussion. Denis, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'elle sorte avec de l'aspirine pour encore quelques jours ou pas ? Non, moi je rejoins tout à fait la proposition de Nicolas Menneveau. La patiente devrait sortir ici sous une bithérapie antithrombotique avec son anticoagulant et un antiagrégant plaquettaire, et c'est le clopidogrel, suite à l'étude VOST qui avait été montré comme étant le plus performant en termes de rapport bénéfice-risque. Laisser l'aspirine quelques jours, c'est sans intérêt et c'est en plus potentiellement dangereux. On a vu que c'est une patiente à haut risque hémorragique, avec un risque ischémique moyen. Et le risque principal, c'est qu'elle n'arrête pas l'aspirine, parce que vous ne savez pas ce qui se passe quelques jours plus tard. On mettra sur l'ordonnance arrêter l'aspirine au bout de 7 jours, elle a 77 ans. Enfin, on ouvre la porte à ce que le traitement ne soit pas pris correctement, soit poursuivi derrière avec du mésusage. Donc non, là, il faut être très clair. On a fait un choix initial. Ce choix a pris en compte le rapport bénéfice-risque, c'est de dire je laisse la trithérapie uniquement pendant la phase hospitalière. À la sortie de la patiente, elle sort. C'est exactement, en plus, quelque chose qui respecte les recommandations qui disent jusqu'à une semaine de trithérapie. C'est up to 1 week. Donc là, si elle sort à 3 jours, elle sort à 5 jours, elle sort avec. Si elle restait à l'hôpital
plus longtemps parce que, je ne sais pas, moi, elle a fait une poussée d'insuffisance rénale après sa choro, les complications qu'on peut rencontrer, et qu'on est à une semaine, elle est encore à l'hôpital, moi, je lui arrêterai même son aspirine pendant la phase hospitalière puisque je respecte les recommandations. Donc, la réponse est non. Donc, intérêt pratique à arrêter pour pas que ça ne perdure indéfiniment. Ça, c'est un message important. Nicolas, vous avez précisé que les AOD font nettement moins saigner que les AVK. Si cette patiente avait été sous AVK à l'entrée, est-ce que vous auriez fait un relais et à quel moment? Pendant l'hospitalisation, j'entends. Oui, absolument. J'aurais fait un relais. Je crois qu'aujourd'hui, quelle que soit l'indication, il faut garder à l'esprit que les AOD sont recommandés en première intention et que la stratégie qui repose sur les antivitamines K n'est qu'une stratégie de deuxième intention qui est réservée aux contre-indications aux AOD. Le rapport bénéfice-risque aujourd'hui penchant indéniablement en faveur de ces nouvelles molécules. Donc, à la question de savoir si j'aurais effectivement envisagé un switch des antivitamines K vers les AOD chez cette patiente qui n'a pas de contre-indication à recevoir des AOD, la réponse est oui, et je l'aurais fait pendant la phase hospitalière. Merci Nicolas. Il me reste à plaider pour la paroisse des cardiologues que je vais appeler libéraux, mais les cardiologues qui suivent la patiente en consultation, qui est amené à la revoir voir le médecin généraliste pour appuyer sur quelques points. Le premier, c'est qu'il y ait effectivement une lettre de sortie dans la main de la patiente le jour où elle sort. Le deuxième, c'est qu'il soit écrit dessus les traitements et, si possible, bien catégorisés, c'est-à-dire que quand il y a un anticoagulant, qui sont les traitements principaux, et des antiagrégants plaquettaires, ils figurent en premier et qu'on ne les trouve pas en 14e ligne entre la vitamine D et le oméprazole. Tiens, elle a un anticoagulant. Ça, c'est un grand classique des courriers de sortie. Et le troisième, c'est que quand un traitement est proposé, par exemple, pour 6 mois, on ne dit pas, c'est un exemple, aspirine à arrêter dans 6 mois, mais aspirine pour 6 mois, c'est-à-dire à arrêter, comme on est en mars, en septembre 2021. Ça me paraît être la base des courriers de coordination hôpital-ville qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients. Alors, ce n'est pas à votre encontre, mais on le sait très bien que c'est une pratique générale qui gêne tout le monde, y compris vous quand vous recevez des patients d'autres services. La patiente est revue 1 mois plus tard. Elle a fait sa réadaptation cardiaque. Elle va tout à fait bien. Elle n'a pas de symptômes, elle a une échographie cardiaque, sa fraction d'éjection est stable à 50%, elle a une akinésie inférieure. En fin de rééducation, elle a eu une épreuve d'effort et j'avoue que c'est une tourangelle qui pédale à 77 ans à 120 watts, ce qui est pas mal, 70% de la fréquence maximale théorique puisqu'elle est sous bêta-bloquant. Denis, c'est une tourangelle. Quel traitement antithrombotique lui recommandez-vous 1 mois après son syndrome coronaire aigu, sachant qu'a priori, elle est sous apixaban 5 mg 2 fois par jour et clopidogrel 75 mg 1 fois par jour? Moi, je recommande de ne pas changer le traitement, mais il y a quand même, on doit réévaluer à ce moment-là le rapport bénéfice-risque de notre traitement. Et la première question à lui poser, ça va être de savoir s'il n'y a pas eu de complications hémorragiques. Alors, je ne parle pas des complications hémorragiques graves qui ont entraîné une hospitalisation. Ça, en principe, on devrait être au courant, encore que pas toujours. S'ils vont en gastro-entérologie pour hémorragie digestive, on n'est pas toujours les premiers informés. Voyez quoi, ça, on devrait le savoir. Par contre, il faut poser la question à la patiente. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les nuisance bleedings, c'est-à-dire des saignements qui peuvent entraîner des défauts d'observance derrière? Est-ce qu'il y a des saignements gingivaux, des saignements digestifs? Est-ce que l'on retrouve son oreiller taché de sang le matin? Ce sont des petites questions importantes pour voir s'il y a des complications hémorragiques, éventuellement se poser la question. Je proposerai également de contrôler sa fonction rénale si ça n'a pas été fait, parce qu'on l'a mise sous un certain nombre de traitements suite à son syndrome coronarien aigu. Elle va avoir potentiellement des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, elle va avoir un certain nombre d'adaptations également diététiques, et vérifier que sa fonction rénale, qui était initialement tout à fait bonne, ne s'est pas dégradée, ce qui pourrait également faire reconsidérer le risque hémorragique, éventuellement, dans certains cas, la posologie du traitement. Donc voilà, mais si il n'y a pas de signal à l'horizon, moi je ne modifie pas à 1 mois l'association, en l'occurrence chez elle, qui était proposée ici, de l'apixaban 5 mg x 2 et du clopidogrel 75 mg par jour. Merci Denis. Question très simple. On est chez une patiente qui a de l'apixaban. On a vu qu'elle a 70 kilos, qu'elle a moins de 80 ans.
À partir de quel degré d'altération de la fonction rénale devrait-on considérer que pour cette molécule particulière, l'apixaban, on doit diminuer la dose éventuellement? Alors, effectivement, la dose réduite d'apixaban, c'est au moins 2 critères sur les 3. Tu en as cité 2. Il faut avoir moins de 60 kg, plus de 80 ans et avoir une créate au-dessus de 133, ce qui n'est pas le cas chez elle, donc ce ne sera pas le souci. Par contre, en dessous de 25 millilitres-minute de clairance de la créatinine, à ce moment-là, on rentre dans les non-indications et il va falloir switcher pour les antivitaminiques. Merci Denis. Donc la patiente continue d'aller bien, on est 6 mois plus tard, elle va toujours bien, elle est stable, elle est asymptomatique. Donc comme on l'a vu, Denis a reconduit pour 6 mois, c'est-à-dire de J1 jusqu'au 6e mois, le traitement qui comprend l'anticoagulant oral et le clopidogrel. Elle est revue à 6 mois. Nicolas, est-ce que vous changez quelque chose dans le traitement? Et j'entends bien dans le traitement antithrombotique. Alors, tout est là, si j'ose dire. Hein, il faut vraiment mémoriser et garder à l'esprit ce schéma, cette figure qui résume un petit peu toutes les situations auxquelles on peut être confronté. Et dans le cas de notre patiente, on est confronté à la situation qui correspond à un haut risque hémorragique, c'est-à-dire on va dire la colonne du milieu. Et dans ce contexte-là, vous l'avez vu, nous avons pris l'option d'une trithérapie dans l'environnement de l'angioplastie. Elle est sortie sous une bithérapie et étant à haut risque, si à l'échéance de 6 mois, elle ne se plaint d'aucun événement ischémique ou hémorragique, eh bien, on est en droit, dans ce contexte de risque hémorragique élevé, de s'affranchir du clopidogrel et de débuter une monothérapie par anticoagulant oraux direct, full dose, au long cours. Et c'est le cas de cette patiente, donc c'est l'option que je recommanderais. Donc, on a bien compris, à 6 mois, elle ne reste que sous l'anticoagulant oral direct à la pleine dose, celle justifiée par son statut, notamment sa fonction rénale. Absolument. On revoit la patiente 12 mois plus tard, consultation de surveillance, elle est toujours aussi bien, stable, asymptomatique. Denis, est-ce qu'on change quelque chose? Est-ce qu'on rajoute de l'aspirine? Est-ce qu'on laisse l'anticoagulant? Est-ce qu'on baisse la dose? Qu'est-ce qu'il faut faire chez cette patiente à 12 mois, 1 an après un syndrome coronaire aigu? Eh bien, en fait, on reprend le même diagramme proposé par la Société européenne de cardiologie. On est à 12 mois après le syndrome coronarien aigu. À 6 mois, compte tenu du risque hémorragique, comme l'a proposé Nicolas, on a réduit le traitement antithrombotique en ne laissant qu'une monothérapie anticoagulante. Il n'y a pas de raison de changer à ce moment-là chez cette patiente. S'il n'y a pas eu de nouvel événement depuis, eh bien, on la laisse sous sa monothérapie anticoagulante qui doit, elle, être maintenue indéfiniment, puisque son risque cardio-embolique, qui est prédominant à ce moment-là dans son histoire clinique, lui, perdure et ne pourra d'ailleurs avec le temps qu'augmenter. Denis, si on regarde bien ce schéma qui est essentiel pour cet atelier et pour la pratique, on voit que quel que soit le cas de figure, au risque ischémique, au risque hémorragique ou équilibre entre les deux, à 12 mois, il n'y a que l'anticoagulant oral direct. Or, cette patiente a eu un stent et on sait qu'elle a des plaques d'athérome. Vous maintenez que quel que soit le cas de figure, on ne maintient que l'anticoagulant oral. Alors, c'est comme dans les contrats d'assurance, il faut lire les petites lignes à côté du schéma. Dans le texte, le SC, il est recommandé, effectivement, la doctrine, c'est à 1 an, on ne laisse que sous anticoagulant. Après, dans certains cas, on peut discuter de rajouter ou de maintenir une combinaison antithrombotique au long cours avec un anti-agrégant plaquettaire, mais cette stratégie-là, elle ne repose pas pour l'instant sur des essais cliniques et on va plutôt la proposer dans certains cas si on pense qu'il y a un très 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 haut risque thrombotique et si possible pas un haut risque hémorragique. Je rappelle que quand on a un double haut risque, ça a été montré notamment avec les anti-agrégants plaquettaires, le risque hémorragique l'emporte. On avait écrit un éditorial il y a quelques années qui s'appelait « Bleeding risk takes it all ». Effectivement, le risque hémorragique finit par l'emporter, il emporte le patient généralement, soit de complications hémorragiques, soit de complications ischémiques, parce que le jour où il saigne, on a tout arrêté. Donc je maintiens qu'effectivement, la doctrine, c'est a priori à 1 an, on ne laisse que l'anticoagulant, et puis, comme on fait de la médecine personnalisée, dans certains cas, ça se discute, je crois qu'on en reparlera.
Donc, Denis, vous confirmez bien cette notion qui a changé dans les 15-20 dernières années, qu'avant on additionnait les traitements parce qu'on craignait le risque ischémique, mais on s'est aperçu depuis 2005 exactement, je crois, que le risque hémorragique, on l'avait nettement sous-estimé et qu'effectivement il était un facteur pronostic nettement supérieur au risque hémorragique et que donc il faut un peu baisser nos stratégies, la lourdeur de nos stratégies. Alors quand même, il faut préciser un peu des choses. Diapositive suivante, c'est que cette stratégie de ce qu'il faut faire au bout d'un an, pour aujourd'hui, elle manque un peu de niveau de preuve. Il y a cette étude japonaise qui avait été publiée dans le New England en 2019 et qui avait été présentée, je ne sais plus si c'était à l'ESC ou à la HA, qui a testé effectivement au bout d'un an, chez un patient qui a eu FA et puis qui a été stenté, au bout d'un an de bithérapie antithrombotique, ils ont randomisé d'un côté rivaroxaban et de l'autre côté rivaroxaban plus aspirine ou clopidogrel, voire même prasugrel. Par contre, les doses, c'est une étude japonaise, c'est des doses japonaises, pour des raisons pharmacocinétiques et de réponse pharmacologique. Ce sont des doses un peu moins fortes que chez nous. Le rivaroxaban était 10 ou 15, et le clopidogrel 50 ou 75, ce n'est pas des doses qu'on a l'habitude d'utiliser, et pour le prasugrel 2,5 ou 3,75. Donc, dans cette étude qui comparait ce qui se passait au bout d'un an, qui était une étude en ouvert, diapositive, eh bien, ils ont montré que dans le groupe qui recevait la monothérapie donc par rivaroxaban versus le groupe qui avait rivaroxaban plus un antiagrégant plaquettaire, il y avait une réduction des événements hémorragiques. Ça, c'est la partie droite de la diapositive, sur les événements hémorragiques. Alors, il est logique qu'en réduisant la charge antithrombotique, on réduise les hémorragies. Jusque-là, on n'est pas surpris. Mais également une réduction des événements ischémiques, qui étaient la combinaison AVC, infarctus, embolie systémique, donc cardio-embolie, revascularisation et même décès toute cause. Réduction des événements ischémiques, quand on baisse les traitements antithrombotiques, ça laisse un petit peu perplexe. Bon, il faut savoir que cette étude a été arrêtée précocement, notamment en raison de cette divergence assez précoce et assez importante des courbes, avec un petit peu d'infériorité pour les événements et un petit de supériorité pour les événements hémorragiques. Diapositive suivante. Alors, l'étude Affayer, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit. C'est la première qui avait testé un peu cette stratégie. Elle a beaucoup de limites. Elle est en ouvert. Il y a eu beaucoup de pertes de vue. Les doses de rivaroxaban sont pas celles qu'on a l'habitude d'utiliser chez nous. L'arrêt prématuré entraîne, comme toujours, une surestimation de l'efficacité d'un traitement. C'est une vieille ficelle qu'on connaît bien. Et puis, on n'explique pas bien la réduction des événements ischémiques. Alors, en revanche, on attend beaucoup de l'étude aquatique, qui, elle, est une étude française, un PHRC, conduit par nos collègues Martine Gillard de Brest, Guillaume Keila de Nîmes et Gilles Lemel de Lille, et qui, eux, proposent donc chez des patients qui ont au moins 12 mois de traitement combiné pour effet maladie coronaire, de randomiser à 12 mois l'aspirine versus placebo. On est en double aveugle, donc le traitement anticoagulant, quel qu'il soit, ce sont des AOD obligatoirement et maintenus, et le patient reçoit un traitement expérimental qui soit de l'aspirine, soit du placebo en double aveugle. Aquatique est en phase de recrutement, et j'encourage d'ailleurs tous les collègues qui participent à inclure des patients, puisque cette étude devrait permettre, elle, puisqu'elle est en double aveugle, de répondre à la question de la safety et de l'efficacité de l'arrêt ou de la poursuite du traitement antithrombotique combiné au-delà de 12 mois. Merci Denis. Je profite de cette diapositive pour poser quelques questions complémentaires. Donc, dans cette étude japonaise, le rivaroxaban est à 10 à 15 mg parce que c'est la dose approuvée dans le traitement de la fibrillation atriale chez les patients japonais. Qu'en est-il d'autres doses reprenant notre patiente du début, si elle avait eu du rivaroxaban pour sa fibrillation atriale, serait-on resté à 15 ou 20 mg les posologies préconisées dans la fibrillation atriale, ou y aurait-il eu chez elle à un moment une indication à passer à 2,5 x 2, comme il est préconisé dans la maladie coronaire ou l'artérite suite à certaines études? Alors là, de mon point de vue, non. On n'a pas de raison de donner. D'abord, cette posologie, comme tu le sais, n'est pas disponible dans notre pays pour tout un tas de raisons, mais qui n'ont rien à voir. Et d'autre part, il n'y a aucune raison de donner du rivaroxaban 2,5 x 2 en prévention des complications cardio-emboliques, puisque à ces doses-là, le rivaroxaban n'a pas été testé, n'a pas montré son efficacité. Donc, par contre, c'est une question intéressante, c'est que si on donne l'association rivaroxaban-clopidogrel, dans l'étude pionnière, c'est du rivaroxaban 15 mg
qui a été utilisé et pas du 20 mg. Donc là, ce n'est pas la full dose, alors que l'apixaban, lui, dans Augustus, a été donné à la dose de 5 mg x 2, qui est donc la même dose que ce qui est testé dans les études sur l'AFA, la full dose. Donc tu as raison, le rivaroxaban, on baisse un peu la dose. Donc on résume, apixaban pleine dose exactement comme s'il y avait une EFA indépendamment du traitement par antiagrégant. Rivaroxaban 15 mg tant qu'il y a le clopidogrel, mais on revient à 20 après. Et qu'en est-il du dabigatran entre le 110 x 2 et le 150 x 2 ? Et bien en fait, c'est la même chose que dans l'AFA. Dans l'étude Ridual PCI, les deux bras étaient possibles, 150 x 2 plus clopidogrel ou 110 x 2 plus clopidogrel, en fonction du risque hémorragique, comme on le ferait pour un patient pour lequel on n'aurait pas la problématique du traitement combiné. Mais je rappelle que dans Ridual PCI, il n'y a pas eu la randomisation de l'aspirine avec le bras sans aspirine, puisqu'ils se sont comparés finalement à la trithérapie. Et c'est face à la trithérapie qui était donc, cette fois-ci, dabigatran, clopidogrel plus aspirine. Donc évidemment, ça a beaucoup moins saigné quand on enlève un antithrombotique. Voilà. Maintenant, on va changer un petit peu la donne chez cette patiente, augmenter son risque ischémique, et ça va permettre de répondre à une question, mais qui est pour moi accessoire dans le contexte, qui est la place des anti-GP2B3A lors de la phase primaire. Mais si à la coronarographie de cette patiente en aigu, il y avait non pas eu une seule lésion de coronaire droite, mais une atteinte tritronculaire diffuse avec notamment une lésion intermédiaire du tronc commun, et qu'il y avait eu stenting des trois artères avec, disons par exemple, au minimum 100 mm de stent actif. Est-ce que ça aurait changé, Nicolas, le traitement antithrombotique à la sortie, à 1 mois, à 6 mois et à 12 mois? Merci pour la question. C'est une bonne question et je vois d'ailleurs que sur les questions qui défilent sur le chat, l'une d'entre elles correspond exactement à cette situation et la question qui est posée, c'est si le risque ischémique est important et en même temps le risque hémorragique élevé, que doit-on faire? Eh bien, c'est exactement la situation qu'on vient de nous décrire. C'est une patiente qui garde son risque hémorragique élevé. Je vous rappelle qu'elle était âgée, hypertendue et qu'elle avait une association d'antithrombotique. Et puis, le contexte est différent. Elle a toujours des antécédents de syndrome coronaire aigu, mais elle a maintenant une atteinte pluritronculaire, des lésions diffuses, une plaque sur le tronc commun, autant d'éléments qui lui confèrent un risque ischémique et thrombotique élevé. Et donc, on est typiquement dans cette situation à laquelle on est confronté quotidiennement, vraiment, qui est celle d'un patient qui est à haut risque hémorragique et haut risque thrombotique ou ischémique, parce qu'en général, vous le savez, les profils de risque se superposent complètement entre l'ischémie et les complications hémorragiques. Et c'est ce qui rend difficile la gestion de ces malades-là. La suivante. Alors, en pareille situation, je pense qu'il faut se garder d'être trop dogmatique. Si on suit précisément les recommandations de la Société européenne, eh bien, vous voyez que on a deux possibilités. Soit on considère que, et c'est peut-être une alternative légitime, comme Denis l'a précisé, que le risque hémorragique doit prévaloir en pareille circonstance. Et si tel est le cas, eh bien, on va maintenir une bithérapie comme on l'a fait initialement pendant 6 mois avec un anticoagulant oral direct et du clopidogrel dès la sortie de l'hospitalisation. Soit considérer effectivement, comme on vient de le voir, que cette patiente a un risque thrombotique ischémique élevé et que cela va justifier, en pareille circonstance, une trithérapie avec le maintien de l'aspirine pendant 1 mois, parfois plus, au décours de la sortie de l'hospitalisation. La suivante, très objectivement, je pense que les deux options peuvent se discuter. Première, donc, on considère que le risque hémorragique doit prévaloir, on s'en tient à ce que nous avions prescrit. La deuxième stratégie, on considère qu'elle a un risque ischémique et thrombotique accru, au moins en tout cas au décours des semaines qui suivent sa prise en charge, en particulier si on a été amené à lui mettre une longueur de stent conséquente parce qu'elle est pluritronculaire et qu'elle avait des lésions diffuses. Et dans ce cas-là, je pense qu'il est légitime de lui proposer une trithérapie pendant 1 mois, apixaban full dose, clopidogrel et aspirine. À 1 mois, on reconsidère la situation et en absence d'événements ischémiques, on peut être amené à interrompre l'aspirine comme les recommandations nous le précisent, mais à maintenir la bithérapie antithrombotique
par apixaban et clopidogrel pendant 11 mois supplémentaires, au-delà desquels, en l'absence d'événements ischémiques ou hémorragiques, on pourra être amené à interrompre les antiagrégants plaquettaires. Voilà, je pense qu'il faudra réévaluer le niveau de risque hémorragique et ischémique à intervalles réguliers, reconsidérer la stratégie initiale à tout moment, mais je pense que les deux options se discutent avec, je pense, dans ce cas particulier, compte tenu des atteintes diffuses et du nombre de stents et de la longueur de stents implantés, le fait de privilégier pendant un mois une trithérapie. Merci Nicolas, je pense que les choses sont relativement claires. Il y a des petites marges d'incertitude, mais qui sont liées au faible niveau de preuve, mais il y a un pragmatisme très simple qui se détache, où le niveau de risque ischémique finit par dire il faut quand même continuer le traitement anti-agrégant un peu plus longtemps. On fait courir un petit sur-risque hémorragique, mais on diminue le risque ischémique. C'est une balance qui est toujours difficile à équilibrer, si je puis dire. Nous allons passer maintenant au cas clinique numéro 2. Donc, on avait vu une personne qui, avant d'entrer pour un infarctus du myocarde, est sous anticoagulant. Là, on est dans un autre cas. Vous avez reconnu Monsieur SC à 82 ans. Il est hospitalisé en cardiologie parce qu'il fait une décompensation cardiaque sur un passage en fibrillation atriale. Il n'était pas connu auparavant comme ayant une fibrillation atriale. Ce qui est important chez ce patient, c'est qu'il y a 3 mois, il a fait un syndrome coronaire aigu avec des lésions tritronculaires qui ont été revascularisées sur l'IVA proximale, la marginale proximale et la coronaire droite distale par angioplastie avec stent actif. À l'admission, il a une dyspnée avec des râles crépitants aux bases pulmonaires. Il a des œdèmes des membres inférieurs modérés. L'échographie de débrouillage montre rapidement une altération, une fraction d'éjection préservée à 55%. La fibrillation atriale a une fréquence ventriculaire assez rapide. Sa pression artérielle est à 145/86. Diapositive suivante. Son traitement, puisqu'on est à 3 mois d'un syndrome coronaire aigu, comprend classiquement aspirine 100 mg par jour, ticagrelor 90 mg 2 fois par jour, et il a en plus du métoprolol 50 mg 2 fois par jour, de la torvastatine 80 mg, du ramipril 5 mg et du pantoprazole 20 mg. Vous aurez remarqué qu'il aurait été plus simple de mettre la torvastatine après le ramipril, ça aurait homogénéisé les deux traitements, métoprolol et ramipril, qui ont la même cible, si je puis dire. Diapositive suivante. Son bilan biologique, pas d'anémie, pas d'hyperleucocytose, un débit de filtration glomérulaire pour 82 ans qui est à 64 et la troponine HS-T est à 15 pour une normale à 14, ce qui serait en fait un peu plus élevé chez ce patient, mais peu importe, elle est à 15, donc elle est normale. Diapositive suivante. Il reçoit des diurétiques intraveineux, des dérivés nitrés, une ampoule de digoxine, la fréquence cardiaque se ralentit, les signes congestifs disparaissent. Qu'est-ce que l'on fait? Je rappelle qu'il est sous aspirine et ticagrelor pour un syndrome coronaire aigu multistenté il y a 3 mois et qu'il est en fibrillation atriale. Est-ce que l'on propose un traitement antithrombotique, c'est-à-dire un anticoagulant pour la fibrillation atriale? Pourquoi? Et si oui, lequel? Nicolas, qu'est-ce qu'il faut proposer à ce patient? Alors, je vous invite vivement à prendre connaissance, si vous ne l'aviez pas déjà fait, de ce document de consensus de l'ACC et de l'AHA qui a été publié en fin d'année dernière sur certaines des situations cliniques auxquelles on est confronté chez ces patients avec la nécessité de plusieurs traitements antithrombotiques. Alors, ça touche les cardiopathies ischémiques, mais également la pathologie thrombolique veineuse. C'est très pratique et c'est très clair. Et sur ce tableau un petit peu complexe où vous avez entouré en rouge la situation à laquelle correspond notre patient. Donc, on a un patient qui a un passé de coronarien, qui fait de l'insuffisance cardiaque et qui va développer à 3 mois un événement type de fibrillation atriale. Et vous allez voir qu'en fait, la prise en charge de ces patients-là rejoint très, très rapidement celle qu'on vient d'évoquer pour les patients qui sont en FA depuis longtemps et qui présentent un événement coronarien aigu. Et en pareille circonstance, ce qu'il est recommandé de faire, puisqu'on est dans un délai de moins de 12 mois du syndrome coronarien aigu, c'est d'interrompre l'aspirine, on y revient toujours, de remplacer le ticagrelor, qui est un antiagrégant plaquettaire un petit peu trop puissant,
dans un contexte d'association antithrombotique avec des anticoagulants et de le remplacer par du clopidogrel et d'instaurer un traitement anticoagulant oral qui sera un traitement anticoagulant oral direct. Donc, on passe d'une stratégie qui reposait sur aspirine, ticagrelor, à une stratégie qui va associer anticoagulant oral direct et clopidogrel en s'affranchissant du traitement par aspirine. Merci Nicolas. En fait, vous avez résumé, on reprend la situation précédente, la fibrillation atriale est décalée par rapport au syndrome coronaire aigu, mais finalement, on réapplique quasiment le même schéma. Si l'on résume, c'est bien ça, hein? Oui. 3 mois plus tard, le patient est revu en consultation, il est asymptomatique et il est en rythme sinusal. Question, je suis maintenant sous un schéma qui comprend un anticoagulant oral et le clopidogrel à 75 mg par jour, il est sinusal. Denis, est-ce que je modifie mon traitement? Donc on est 3 mois plus tard, c'est-à-dire à 6 mois du syndrome coronaire aigu. Là, finalement, on rejoint un petit peu le premier cas clinique. C'est-à-dire que ce patient, il a fait de la fibrillation atriale, il a un Schatzwasque élevé. Donc, de toute façon, on doit maintenir un traitement anticoagulant au long cours pour prévenir le risque cardio-embolique. Et par ailleurs, on est encore quand même, on est à 6 mois d'un syndrome coronarien aigu, et en l'absence de complications hémorragiques chez ce patient qui a un risque hémorragique qui est certes peut-être pas aussi élevé que la patiente de tout à l'heure, mais qui reste quand même un patient âgé avec une bithérapie. S'il n'y a pas eu de complications hémorragiques, là, je pense qu'on peut laisser le même traitement antithrombotique, hein, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de complications hémorragiques. Par contre, bien évidemment, on recherchera des saignements, des complications de ce genre, et on prescrira une surveillance de la fonction rénale au 6e mois, là encore, pour voir s'il n'y a pas un syndrome cardio-rénal sous-jacent qui pourrait venir majorer le risque hémorragique d'une part et entraîner une modification de l'indication du traitement anticoagulant en termes de dose et de nature. Donc, à l'issue de la consultation, le patient ressort avec une proposition thérapeutique qui reste maintien de l'anticoagulant oral, maintien du clopidogrel. On est bien d'accord, Denis? C'est-à-dire que c'est ça. En fait, on va, pour l'instant, on continue le chemin du traitement du post-SCA chez ce patient. Et moi, je conseillerais de laisser la bithérapie antithrombotique pour autant qu'il n'y ait pas de complications hémorragiques qui, elles, pourraient, dans ce cas, faire revoir cette attitude. Merci Denis. Je reviens sur la question précédente qui était adressée à Nicolas, puisqu'une question est arrivée sur le forum de discussion. Quand on remplace le ticagrelor par le clopidogrel chez ce patient à 3 mois lors de son passage en FA et on va mettre un anticoagulant oral, comment se fait ce qu'on appelle communément le switch, c'est-à-dire le relais? Est-ce qu'on arrête le tica et le lendemain on met du clopidogrel ou est-ce qu'on met du clopidogrel à dose de charge? C'est une bonne question parce que c'est une question très difficile. C'est une question où vous savez qu'il y a des recommandations, il y a une conférence de consensus qui précisait quelles sont les modalités de switch d'un inhibiteur des P2Y12 à un autre. Sauf que cette situation-là ne s'applique pas au patient dont on parle parce qu'il est sous traitement anticoagulant et que je serais bien en peine d'y répondre de façon formelle. Alors, je ne sais pas si Denis a une opinion particulière là-dessus. En tout cas, je trouve que la question est très pertinente. Stricto sensu, oui, on pourrait mettre une dose de charge, mais le patient est sous anticoagulant. Donc, c'est vrai qu'on augmente un petit peu le risque, mais je pense que c'est une option qui est légitime. Denis, vous avez une opinion là-dessus? Là, on est quand même à distance. On a fait notre switch à 3 mois de son syndrome coronarien aigu. Là encore, ça va dépendre du risque ischémique. Si mon patient avait eu un stent mis sur une lésion de type A, sur une coronaire droite ou une IVA moyenne, je ne me souviens plus quel était le cas, j'aurais, je dirais, avec assez peu de retenue, fait un switch sans faire de dose de charge. Alors, dernière prise de ticagrelor le soir et première prise de clopidogrel le lendemain, tranquillement. Sachant que, comme vous le savez, le ticagrelor a quand même un effet qui va perdurer pendant 3 jours et que le clopidogrel va mettre, lui, 2-3 jours à commencer à être efficace. Donc, on peut se dire qu'on a un relais relativement
bien couvert, puisqu'il est par ailleurs sous anticoagulants qui, même s'ils sont moins efficaces sur le risque athérothrombotique, sont quand même un peu efficaces tout de même. Bon, par contre, si j'étais beaucoup plus proche du syndrome coronarien aigu ou chez un patient avec un stent dans le tronc, multistenté avec une maladie beaucoup plus sévère, alors là, je suis assez d'accord avec Nicolas. Je pense que l'attitude d'une dose de charge pour vraiment avoir une couverture d'inhibition de P2Y12 meilleure peut tout à fait s'argumenter. Voilà. Merci Denis. Le patient est revu donc 6 mois plus tard, c'est-à-dire en fait 12 mois après son syndrome coronaire aigu, à la consultation de surveillance. Je rappelle que nos deux intervenants ont été d'accord pour que ce patient ait toujours son anticoagulant oral plus du clopidogrel, donc on est à 12 mois. Il est toujours en rythme sinusal, il n'a pas eu de palpitation lors des mois précédents. Quel traitement antithrombotique proposez-vous? Et je vais le demander à chacun en commençant par Nicolas. Là, on rejoint purement et simplement la situation clinique que Denis nous a parfaitement décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un patient qui, à l'échéance d'un an, un an après son syndrome coronaire aigu, quand bien même eut-il développé un épisode de fibrillation atriale dans l'intervalle, n'a pas eu d'événement ischémique ou hémorragique particulier. Et donc, ce que nous dit cette conférence de consensus nord-américaine, c'est que dans ce contexte-là, eh bien, on peut s'affranchir du traitement anti-agrégant plaquettaire, en l'occurrence qui reposait sur le clopidogrel, et ne maintenir au long cours que l'AOD qui aura été prescrit à ce patient-là. Denis? Oui, moi je rejoins tout à fait la proposition de Nicolas, je suis bien d'accord. Chez ce patient, on est maintenant, de toute façon, l'anticoagulant reste, je dirais, le socle de son traitement antithrombotique, puisque ce risque cardio-embolique, il ne va jamais baisser, il va même augmenter avec le temps, avec l'âge. Et là, on est à distance, le risque athérothrombotique est moins prégnant. Lui, par contre, il a diminué avec le temps, même s'il reste tout de même présent. Et donc, le rapport bénéfice-risque, c'était comme un patient de 82 ans. Là, c'est d'aller vers une monothérapie par anticoagulant. Nous arrivons à la fin de cet atelier et avant de remercier nos orateurs et de leur demander un commentaire avec ce qu'ils pensent être l'élément majeur, je vais rappeler ce que pourrait convenir étant les principaux messages de cet atelier. Alors, la personne qui a fait la diapositive, qui est un de nos deux intervenants, a voulu la sous-titrer « La fin de la course aux armements », c'est-à-dire la prise en charge, la prise de conscience de l'importance du risque hémorragique sur le pronostic a fait changer les attitudes thérapeutiques dans les 15-20 dernières années et que dans cette situation où il y a justification à un traitement anticoagulant oral et éventuellement à un traitement antiagrégant plaquettaire, on a compris qu'on n'associe pas tout et indéfiniment. Donc, quel anticoagulant ? En l'absence de contre-indication, il faut privilégier les anticoagulants oraux directs en première intention. La plupart des études et leurs méta-analyses démontrent formellement que le risque hémorragique est nettement moindre quand on les utilise que lorsqu'on utilise les antivitamines K. Quel inhibiteur des P2Y12 lorsqu'on utilise un anticoagulant? C'est le clopidogrel en première intention, mais dans certaines situations, le ticagrelor et le prasugrel peuvent être utilisés chez les patients qui sont notamment à très haut risque ischémique et thrombotique, mais dans ce cas-là, en s'affranchissant de l'aspirine, c'est-à-dire sans aspirine si on utilise le ticagrelor ou le prasugrel, car le risque hémorragique devient important. Quand passer à la bithérapie antithrombotique, c'est-à-dire l'anticoagulant plus le clopidogrel, alors il y a deux schémas. Les Américains, en 2016, 2018 et 2021, tout récemment, Angiolillo propose des recommandations sur ce sujet et lui propose que d'emblée, très vite, quasiment aux soins intensifs, on arrête l'aspirine, on passe en bithérapie. Vous avez vu que l'Europe propose jusqu'à une semaine, mais en gros, on pourrait dire que le temps hospitalier, c'est la trithérapie, et à la sortie de l'hôpital, et Denis l'a rappelé, pour des raisons pratiques et pragmatiques, afin que le traitement ne dure pas indéfiniment, on arrête l'aspirine, donc le patient sort de l'hôpital avec l'anticoagulant oral direct et l'anti-P2Y12, qui en l'occurrence est le clopidogrel à 75 mg par jour. Est-ce qu'il y a des stratégies où on peut laisser la trithérapie antithrombotique? Alors la réponse est oui, avec l'aspirine en plus, mais pas plus d'un mois si le risque ischémique est très élevé et que le risque hémorragique est relativement faible.
Et la diapositive suivante résume tout l'atelier. C'est le schéma que vous avez vu avec les colonnes qui distinguent le risque ischémique, le risque hémorragique et la stratégie par défaut, où vous avez compris qu'au bout d'un an, en principe, il ne lui restait que l'anticoagulant. Et je vais demander à chacun, en commençant par Denis, puisque c'est Nicolas qui a répondu à la première question, quel est d'après vous le message principal qu'il faudrait retenir de la situation clinique abordée? On va parler de la première. Le message principal, c'est qu'avec les recommandations récentes et les niveaux de preuve, on arrive quand même maintenant un peu à personnaliser, à tailler sur mesure la combinaison antithrombotique chez ces patients. Là, on avait une femme qui présentait un haut risque hémorragique et on sait comment caractériser ce risque hémorragique avec les outils. On peut également caractériser son risque ischémique avec les grilles qui ont été données dans les recommandations de l'ESC. Et donc, on peut aussi adapter le traitement, se souvenant quand même toujours, j'y tiens beaucoup, que le risque hémorragique va l'emporter. Et j'ajouterais qu'il est de la responsabilité de celui qui va mettre les stents et qui a donc apprécié l'anatomie coronaire, qu'il a vu sous les yeux au moment de la coronarographie, de mettre dans son compte-rendu tout de même un petit peu, et moi je plaide pour ça dans mon service, de dire, ben voilà, moi j'ai mis des stents à tel et tel endroit, voilà sur le plan du risque thrombotique ce que je recommande en termes de durée minimale de bithérapie antiagrégante. Alors, quand on sait que le patient est en FA, on sait qu'il va y avoir du coup ce problème de l'anticoagulation en plus. Dire, ben voilà, moi j'ai mis un stent dans la coronaire droite moyenne, aucun problème pour que le patient sorte dans 3 jours avec l'anticoagulant et un antiagrégant, le clopidogrel, comme on l'a vu. Par contre, là, non, j'ai mis un stent dans le tronc, je serais quand même plus confortable si on laissait au moins 1 mois de trithérapie avec 2 antiagrégants plaquettaires. Donc voilà un peu le message principal, bien estimer le rapport, le risque hémorragique, le risque ischémique. Le risque ischémique, c'est quand même souvent l'anatomie et l'angioplastie. On a vu qu'il y a d'autres facteurs, mais c'est quand même celui-là souvent qui est prédominant. Puis le risque hémorragique qui s'apprécie et on fait du sur-mesure. Merci Denis. Nicolas, quel serait pour vous le message clé, le message principal qu'il faudrait retenir? En principe, pour la première situation clinique, comme je l'ai précisé, parce que c'est celle qui pose problème le plus souvent. Je pense que je partage ce que vient de dire Denis. Je crois que il faut impérativement évaluer le rapport bénéfice-risque en termes de risque hémorragique et thrombotique. Ça, c'est une étape qui est complètement incontournable. Par défaut, privilégier effectivement le profil qui expose le moins le patient ou la patiente à un risque hémorragique élevé, ce qui signifie une bithérapie avec un AOD de préférence pleine dose et un inhibiteur des P2Y12, de préférence le clopidogrel. Je pense que si on a cet aspect pratique en tête, on sait qu'il y a des ajustements à faire. On ne tord pas de façon définitive le coup à l'aspirine. Il y a des patients qui vont justifier d'une trithérapie. On va essayer de faire en sorte que cette trithérapie soit la plus courte possible. Mais dans la majorité des cas, on va privilégier une situation qui répond un petit peu quand même à la définition de la fin de la course aux armements, puisque cette situation-là est censée privilégier la réduction du risque hémorragique pour une efficacité qui, à ce jour, est établie. Je remercie énormément Nicolas Menneveau et Denis Engoulevent qui ont préparé, documenté ces cas cliniques, ces interventions. Et je l'espère que tout le monde aura eu le même jugement. On a vu passer dans le forum de discussion une remarque qui m'a fait plaisir, qui était merci pour ces réponses très concrètes. Et j'espère que nous avons pu satisfaire à vos demandes. Je remercie Cardio Online et la Société française de cardiologie d'avoir permis la réalisation de cet atelier et je vous dis à bientôt pour de nouveaux ateliers.